Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Elgué, un grand merci d'être avec nous. On va faire un vrai voyage là, au cœur d'une œuvre qui est savamment mûrie depuis une trentaine d'années. En revoyant l'ensemble de ton travail, je me suis dit, Elgué cherche quelque chose depuis 30 ans et il peaufine au fil de ses livres, de ses réalisations, un univers, vous allez le voir, qui est très singulier, qui a sa propre mythologie. Et du coup qui est immédiatement reconnaissable. Euh, on va commencer par l'enfance. Et du coup, c'est la mise en bouche de l'antipastie. On commence par 3 petits dessins d'Elgué réalisés enfant, qui sont déjà très expressifs. Ce qui va nous intéresser dans cette toute première partie, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de continuer à dessiner, et en particulier de la bande dessinée. Et je crois que il y a des chocs dès tes 5 ans, qui sont à la fois des chocs de bande dessinée, mais aussi des chocs muséaux. C'est dans les musées que tu vas avoir tes premiers retournements. Euh, et du coup, vous allez le voir, c'est très intéressant parce que l'écart des références au départ est très important. Alors j'aime beaucoup cette page que tu m'as envoyée là, des soleils que tu dessinais enfant, et que tu mets en relation avec certains des motifs que tu égrènes dans tes dernières Ouais, publications. ouais, je me suis rendu compte tout récemment en fait. Tu m'avais demandé de trouver des dessins pour enfants dans ma cave. Enfin, j'en avais dans ma cave et ça fait genre 20 ans que je les ai plus regardés. Et puis en général, c'était toujours les mêmes dessins d'enfants avec une petite maison et le soleil avec le sourire. Et d'un coup, j'avais décidé de dessiner les soleils comme peut-être un pseudo-scientifique avec des Des espèces de rayonnements, ouais. rayonnements mystiques, etc. Et puis à droite, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. D'un coup, j'ai vu, il y avait quelque chose déjà dès le départ qui Ouais. était présent. C'est vraiment étonnant parce que tout ce qu'on va voir de l'enfance, là, de tes références, ce sont des choses qui sont vraiment à la base de ton travail. Comme si tout s'était focalisé au moment de l'enfance, plus que même dans le moment des études. Du coup, toute cette partie-là de l'enfance dont on va parler, vous allez le voir, elle est vraiment constitutive de tout ce qui vient après. Mais on disait quand même souvent que tout est déjà fait à l'enfance. Enfin, c'est pas une réflexion très originale, mais beaucoup de gens qui créent piochent dans l'enfance où c'est déjà là depuis le début en fait. Et il y a Toi, même, c'est... Oui. pardon, il y a même aussi beaucoup de dessinateuristes qui cherchent toute leur vie à retrouver le dessin Ouais. d'enfance. Je sais pas si c'est une question de naïveté ou plutôt d'antitechnique. Mhm. J'ai pas l'impression que ce soit complètement ton cas. Non, non, pas du tout alors. Non. J'essaye pas de dessiner mal, j'essaie de dessiner mieux, mais je sais pas si ça réussit, quoi. Ton enfance est entourée de l'ours Pezzi, Alors oui, de, de Et Bob et Bobette Bobette. surtout, parce que c'est ultra glauque. Oui, c'est ce que tu me disais. C'est vrai que Ouais, je sais c'est pas comment vous le sentez ouais, vous, c'est mais vrai que c'est assez glauque. Ouais. Tu m'as dit Bob et Bobette et puis c'est a un été une sorte de fascination, un cauchemar non-stop de plus de 150 livres. En peut-être fait, plus. j'ai vu, il y en a 374. Mais après, c'est des rééditions qui ont juste des numéros différents. C'est ça. Si j'ai bien compris, c'était aussi très, très mystérieux pour moi à l'époque. Donc Pezzi, Bob et Bobette et les Les Schtroumpfs. Schtroumpfs, alors oui. Ouais, moi, je voulais reprendre les Schtroumpfs quand je me projetais à l'âge adulte de reprendre les Schtroumpfs, mais après non. Soit. Et alors, vous allez le voir, hein, Helge met en manœuvre des bandes, des troupes. C'est ça. Et ça a vraiment à voir avec les Schtroumpfs. Alors, ce sont des Schtroumpfs bien contemporains, vous le verrez. Mais je pense que là, il y a quelque chose qui s'est à un moment, comment dirais-je, fossilisé dans ton esprit d'enfant, j'imagine en tous les cas. Oui, bah effectivement, là, c'est chaque fois des petits groupes de personnages qui sont hyper calibrés, presque des clichés qui reviennent, qui se ressemblent. Et puis aussi, savoir, préadolescent, je m'intéressais beaucoup à ces bandes en Angleterre, qui existaient aussi en France, en Suisse. Il y a Alors, aussi Les Teddy Boys, voilà, on en verra les effectivement. Mods.
et tout ça. Et- Avec les Schtroumpfs, il y a aussi la couleur pop que tu utilises beaucoup, Ouais. les couleurs très franches. Mhm. Et puis, est-ce que aussi un éditeur un peu fou te proposait de reprendre les Schtroumpfs, ça te tenterait maintenant? Non, pas du tout. Surtout là, Vu les qu'il y a eu derniers. plein d'effets de Ouais, reprise. oui, non, non, moi ça m'intéresse absolument pas. Je crois que je serais pas très bon en commande déjà, quoi. En parallèle de ces bandes dessinées, tu découvres les peintres flammands. Mhm. Et ça va être une révélation. Tu as 5 ans à ce moment-là. Oui. Parce Et que mon père, il avait une collection que vous pouvez acheter en ligne. Enfin, non, c'était pas encore en ligne, mais par correspondance. Puis on avait tout. Je sais pas si ça existe, Skira. ah oui, d'accord. Ouais. Ok, Et les puis grands. il y avait surtout le Moyen Âge qui m'intéressait. Ok, donc Après, c'est tout ce pas qui est- dans les musées, c'est vraiment au travers de c'est les publications. livres. Ouais. Ouais, Puis bon, moi j'ai grandi sans télé, alors il me fallait des images tout le temps, quoi. Hmm. Moi, je fouillais partout. Dans les Flamands, alors ici c'est Jérôme Bosch, il y a aussi Bruegel, Peter Mhm. Bruegel l'ancien. J'ai mis celui-ci avant de présenter celui des Proverbes, parce que à ce moment-là, le jeune Helguet se rend compte aussi du fait qu'on va mourir, voilà, et Mhm. qu'on ne peut pas contourner la mort. Et dans l'esprit de l'enfant que tu étais, je pense que ça, et en parallèle de Pezzi, des Schtroumpfs et de Bobette, et de Mhm. Bob et Bobette, il y a quelque chose qui fera que tu vas avoir par la suite cette complexité dans ton travail, une certaine violence aussi. Mhm. Euh, et je trouvais intéressant de montrer ce tableau de Bruegel, qui est déjà une composition faite de multiples scénettes, de groupes de personnages. Il y a de la bagarre, il y a la mort qui est omniprésente, il y a les flammes, et ça, ce sont des éléments évidemment qui parcourent l'ensemble de ton œuvre. J'imagine que tu connais bien cette Ouais, je peinture. l'ai regardé de nombreuses fois. Elle est au Prado, hein, je crois, celle-ci. Possible, moi je Il me l'avais dans le semble. livre. Ah oui. Et puis il y a ce panneau de bois, hein, puisque Bruegel peignait sur bois, comme Helguet, hein, vous le verrez, hein, il y a quand même des réminiscences dans son travail de peinture, les qualités de finesse, et puis le panneau de bois. Ça, c'est un panneau qui t'a profondément marqué. Oui, donc, mais je connais pas les proverbes. Alors je vais en donner quelques-uns. Ouais, vas-y. Donc ce tableau, il s'appelle les 96 proverbes flamands, je crois. C'est ça. C'est 1559. Et donc, bah, comme vous le voyez, hein, ce sont plein de petits groupes de personnages. Et quand on s'en approche, on a des gestes un peu absurdes qui évoquent des proverbes. Celui-ci, par exemple, c'est porter la lumière du jour dans un panier. Et ça veut dire perdre son temps. Et donc on a, vous le voyez, au cœur de cet ensemble-là, eh bien, tout un tas de petits groupes de personnages qui disent plus l'absurdité de l'humain que l'humain en interaction avec ses semblables. C'est-à-dire qu'ils sont complètement isolés alors qu'ils sont tous bien là. Donc on a ici allumer une bougie pour le diable, qui veut dire flatter tout le monde sans discernement. Celui-ci est intéressant. Tu le connais ou pas, Helguet, celui-là? Non, pas du tout. On peut attacher le diable à un coussin. C'est l'obstination vainc tout. Nous avons ensuite ne croyez jamais quelqu'un qui porte de l'eau dans une main et du feu dans l'autre. Bon, ça dit ce que ça veut dire, hein, ça. C'est assez clair. Celui-ci est très drôle. Ah ouais. Alors, celui-ci s'appelle attacher un grelot au chat. Et ça, c'est entreprendre quelque chose publiquement. Intéressant. Ces petites scénettes-là, ainsi que d'autres peintures, ont profondément marqué ton travail. Est-ce que tu peux nous parler de ce tableau-là? Ben, ça, c'était dans un livre aussi chez mes parents sur les religions. Puis il y avait la partie christianisme. Donc la guerre des religions, ça se passe à Paris. C'est à Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy. Je crois qu'il y a plusieurs versions. Une à Lausanne, Oui, il me tout à semble. fait. Il y a plusieurs versions, non? Il y a plusieurs versions. Ouais. Celle-ci, c'est celle de François Dubois, Ouais. qui est genevois. Alors, autant l'image d'avant de Bruegel, ça m'a fasciné, mais il y a, comme je le disais avant aussi, il y a quelque chose de fantastique et pas trop perturbant. Moi, ce qui me perturbe plus là, c'est vraiment
l'humain qui fait du mal à l'humain en fait. L'autre, en fait, c'est pas compliqué, c'est la faute du diable, etc. Oui, il y a quelque chose de Donc de c'est très un humoristique. peu, ouais, c'est un peu le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est pas compliqué. Et puis là, on est dans la Là, c'est réalité. devient compliqué parce Hum. que on se demande pourquoi ils massacrent des bébés. Puis je voyais cette image à 5 ans, puis je me suis dit, il y a un problème quand même dans le Alors, monde. c'est la seule peinture qui est contemporaine de la Saint-Barthélemy. Elle a été Ah ouais. peinte, en fait, Ok, quelques... je connais même pas l'histoire Voilà. de cette peinture. Et on peut voir, par exemple, on a deux personnages là. Alors, comment s'appelle celui au premier plan? On a derrière... Hop, eh ben, j'ai perdu ça. On s'en fiche en tous les cas, c'est la violence pure, effectivement. Et on a déjà des éléments qui sont proches de la bande dessinée, puisqu'ici, on a un personnage en haut, là, qui est représenté deux fois. Il est présenté une fois en train d'être balancé par la fenêtre. Ici, il est au sol. On lui a découpé la tête. Hein, la petite tête en haut, là. Et puis, on est en train de lui faire quelque chose par là. Ouais, Cruel. ouais, c'est hardcore. Hardcore. Hardcore aussi, le Kinderzimmer Soft Power. Soft power, ouais. Alors ça m'a fait Non, rire, cette mais- association de Ouais. deux mots là. Faudrait que je- Kinderzimmer, la chambre d'enfant, et le soft power, je sais, qui est un Bah, concept qui il y a t'intéresse bien. Il y a le hard power. Le hard power et le soft power, c'est tout ce qui est culturel en fait, le cinéma, la pop américaine. Enfin, ça va dans tous les sens de toute façon. Donc c'est comment la culture infuse. Et puis, ce qui est intéressant, comme moi, je suis d'origine allemande. Je suis né à Zurich, en Suisse, mais bon, on parle l'allemand. Par exemple, ce qui est à gauche, les tanks, tout ça, c'était des jouets qui étaient prohibés. En tout cas, en Allemagne, on jouait pas avec ça. Par contre, quand je suis arrivé à Genève, francophone, il y avait que des jouets avec des tanks nazis. Puis j'étais à fond là-dedans. Et puis aussi américain, évidemment. Et j'étais très anti-allemand, juste pour vous rassurer. Nous voilà rassurés. Et puis j'ai même refusé de parler l'allemand parce que j'étais tellement dégoûté. Puis en même temps, bah, ça a permis de comprendre l'histoire aussi, d'être là-dedans, dans ces personnages. Et puis plutôt à droite, ça c'est vraiment un truc très allemand ou germanique. Les En fait, maquettes. il faut reconstruire, il ne faut pas Ouais. détruire. Parce qu'ils ont tout reconstruit. Enfin, moi je l'interprète comme ça, c'est peut-être pas clairement dit ou écrit quelque part, mais que tout est dans la construction et même moche, hein, comme là dans le cas de cet immeuble. Et puis beaucoup moins les tanks, quoi. Bon, ce sont en plus des jouets là, et ça va avoir une importance Mhm. dans ton travail par la suite, on le verra. Des dessins justement de cette même période. Alors je ne l'ai pas dit, tu es né en 1966. Ouais. Hein, et donc là, on est en 76, tu as 10 ans quand tu fais ce trésor de Picsou, ce sous-marin de Picsou et la maison de vacances de Picsou. Ouais, j'avais écrit que c'était la période matérialiste de l'enfance, où on rêve de... Maintenant, je rêve plus du tout de maison ou de piscine ou quoi que ce soit. Parce que, enfin, le kit le kit ultime qu'on devrait avoir, je m'en fous complètement. Mais il y avait vraiment ce truc d'avoir des pièces partout, un trésor. Puis un truc Puis avec après, les vues en couple, là. Oui, des vues en couple. Bah, ça, j'ai toujours aimé. Ça. Avec une description assez précise. Hein, la salle des machines, la cuisine, la salle à manger, la chambre de Picsou hein, en bas. Il y a plein de F autour. Là. Qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est les francs. C'est les francs. c'est les Voilà. sous, ouais. Bah oui, c'est les sous. Il y a la salle de réunion. Ou peut-être pas les réunions. Ah oui, c'est vrai. Alors on verra que Picsou a aussi une importance dans un de tes derniers livres, hein, dans Kill Motor, que vous avez par ici. Là. Oui, si vous voulez. Oui, vous pouvez consulter les deux consulter, livres prenez les dont on va parler plus en détail tout à l'heure. La maison de vacances, avec l'hélicoptère évidemment. Ouais. Il faut tout. Ouais, faut tout. Et alors voilà, ça m'a beaucoup intéressé parce que dans les références que tu m'as envoyées, il y avait ce truc, et ce truc m'a rappelé un souvenir d'enfance. Moi je l'ai vu aussi, je le cherchais depuis des années, ce grand panorama de Georges Müller. Et vous allez le voir, je vais vous passer les 6 images que Georges Müller, qui est un artiste suisse, a peint en 73. Alors c'est une œuvre
une œuvre qui a été éditée pour la jeunesse et qui s'appelle, je fais la traduction en français, hein, je ne vous fais pas l'affront de le faire en allemand, on peut le traduire par Chaque année, le marteau-piqueur s'abat à nouveau ou la transformation du paysage. Et vous allez le voir à quel point cette transformation de paysage va être à l'œuvre dans nombre de livres d'Helguet. Ouais, c'est vraiment le plus grand classique en Suisse allemande de livres pour enfants. C'est vraiment Donc on a 6 hyper images important. d'un coin de nature qui se construit en près d'une dizaine d'années, je crois, à différentes saisons. Et il en a fait plusieurs des séries comme ça. Je me souviens d'en avoir une enfant, La forme d'une ville, ça s'appelait. Il y avait toujours à chaque fois un motif qui reste, une maison, une petite maison, Ouais, et le quartier qui bouge. Bah alors là, C'est la maison a été détruite dans l'avant-dernière image, et donc il reste plus rien du tout. Et moi, ce qui m'avait intéressé à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, toi, et si tu as focalisé aussi là-dessus, mais dans chacune de ces images, il y avait un petit chat blanc à trouver. Ah non, j'ai pas Non. vu. Moi, j'étais fasciné par la transformation du paysage. Et ben dans la transformation, il y a aussi ce petit chat. Alors, il est vraiment tout petit. Ouais, mais toi, tu regardes partout. Ben, j'étais tout petit et c'était vraiment en bas, je me souviens, chez ma tante. Et donc j'étais vraiment happé par ces panoramas. Ça, c'était hyper intéressant parce qu'il fallait le chercher dans le blanc de la neige. Ouais. Là, on le voit. Vous l'avez vu ? Là-bas. Avant-dernière image et la dernière image, ça va mal se passer, quoi. Il est là, en fait. Vous le voyez pas, mais il va se faire écraser. Bon, même. Merci, Tanguy. J'ai jamais fait gaffe à ça. Ah, je pensais que tu... Non. Ouais. C'est important quand même. Et alors, tu m'as parlé aussi d'artistes contemporains qui t'avaient profondément marqué. Et en faisant des recoupements, je me suis dit, il y a forcément 3 personnes là. C'est Kinholz. Voilà, c'est Ouais, Kinholz. oui, j'étais fasciné par ça. Ouais. Voilà. Kinholz qui travaillait avec sa femme, Nancy, et qui a fait des installations très impressionnantes. Donc là, on est vraiment sur le champ de l'art contemporain d'une époque. Ce couple, Ed Kinholz et Nancy, crée des environnements. Et vous allez le voir, c'est étonnamment proche de certaines de tes propositions, en particulier cette œuvre-là, qui est très puissante. On est dans le contexte d'un musée ici, donc on n'est pas à l'extérieur. Et on a donc une bande de personnages là, qui sont à moitié cagoulés, qui ont des masques un peu grotesques. Il y a des bagnoles, il y a des arbres, et puis il y a quelque chose d'un petit peu âpre là, avec une sorte de rixe, où il y a peut-être une batte ou une barre de fer là. Je ne sais pas si c'est des choses que tu as vues toi quand tu étais mais enfant. ça, c'est Kinholz. C'est Kinholz. Oui, oui. Ça, je la connaissais pas, mais elle est hyper bien. Mais oui, c'est étonnant. En fait, je me suis dit, c'est forcément Kinholz, Mais parce qu'à force de recouper... Je t'avais pas donné, sinon. Non, tu m'avais pas donné. Ouais, c'était trop malin. Bon, j'ai mis en parallèle un de tes dessins de cette époque Ouais, où tu alors découvres... oui, ça c'est le début de la révolte. C'est c'est quoi avant le lycée en France, c'est le collège. C'est le collège, tout à fait. Bah, il est en feu. Donc là, t'as quel âge ? J'ai 13 ans. T'as 13 ans et tu mets le feu au collège. Et puis les profs sont pendus et décapités. En plus, ils étaient pas si méchants en fait. Mais voilà. Et puis il y a aussi des groupes punk dans tes dessins ça, de c'est cette aussi époque. vers 13-14 ans. 13-14 ans. Tu découvres en fait à 13-14 ans les groupes de punk et tu en fais du coup tes premières bandes dessinées. Oui. C'était vraiment une claque pour moi. On va voir. Ça, c'est l'histoire du punk. Ah oui, c'est vraiment l'histoire du punk. Ouais, en 2 pages. En 2 pages. Ça suffit, je pense. Après, j'ai mal à la main. Ah oui, c'est marrant. Très différent de ce que tu fais aujourd'hui, mais il y a déjà des motos qui pétaradent avec des flammes. Oui, je crois que j'ai eu une première image de Lemmy de Motorhead. Et je me demandais d'où il venait ce gars. Tu découvres à cette même époque Métal Hurlant. C'est aussi une claque. Oui. Tu empruntes le style Druyet. Alors ça, c'est un dessin purement Druyet. Une tentative. Un peu raide, mais très détaillé. Ouais. Mais oui, le visage bleu, il y a tous les marqueurs de Druyet là. Non, mais je suis pas un dessinateur virtuose, mais je suis obstiné en tout cas.
Et tu découvres un jour dans une revue qui a été publiée sur 7 numéros, tu découvres 7 images de Charles Burns dans Zulu. Et là, tu as un vrai choc visuel. Ouais, alors ça, pour moi, c'était du jamais vu, quoi. D'avoir cette double page, il n'y avait que ça. Donc, dans ce magazine Zulu, je sais pas si il y a des personnes qui connaissent ce magazine qui n'a pas duré plus d'une année. Moi, ça me disait rien. Je me suis un peu renseigné. En fait, a priori, c'était des transfuges de métal hurlant. Ouais. Et du coup, il y a eu 7 numéros, quoi. Mais ça fait partie, du coup, des jeunes auteurs qui se disent on va proposer de la bande dessinée pour les adultes avec un contenu un peu différent, quoi. Et malheureusement, c'est une revue qui ne fait que 7 numéros. Mais déjà à l'époque, Charles Burns s'est appelé. Et pour toi, c'est une Ouais, c'est une révélation. La voilà, la revue Zulu, que vous pouvez acheter sur Le Bon Coin, visiblement. Les 7 numéros. Et puis Burns, c'est El Borba, dont tu parles des fois. Qui était dans Métal Hurlant. Voilà. Ouais. Tu vas avoir la chance de le rencontrer par la suite, Oui. Burns, Oui. et tu vas avoir la chance même d'avoir une préface d'un de tes livres Ouais. rédigée Hyper et fier. dessinée par Burns. C'est pas rien. El Borba, une de ses premières bandes dessinées à Charles Burns. Charles Burns, c'est celui qui a été caricaturé sous les traits de Montgomery Burns dans Les Simpsons, parce que Burns a fait ses études avec Matt Groening. Autre référence, Corben. Corben, ouais. Voilà. La peinture, déjà, aussi. Ouais, c'était fascinant parce qu'il était. Il y a tout qui est tordu, les proportions sont fausses, mais en même temps, c'est ça qui donne bien. Et puis un peu des couleurs ultra kitsch. J'aimais bien ça. Et un sens du volume, des ombres et des Ouais. lumières un peu hallucinant. Il y a aussi Eilman Belvos. Oui, alors ça c'était quand mon grand frère est revenu avec un métal hurlant, puis je suis passé de Boulet Bill, ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Bah disons que c'est un mec avec des croix gammées qui joue de l'œil du rock. Mais en fait c'est pas vraiment quelque chose que j'ai aimé, mais c'est juste, bah en fait il fait tout le contraire de ce que je disais avant, quoi. Donc j'ai jamais vraiment lu, mais cette image m'a complètement perturbé, quoi. Giger, Ouais. le papa d'Alien, t'as aussi marqué. Et puis ces fameuses bandes, ces fameux groupes. Là, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il m'envoie des documents pour me dire qu'il écoutait cette musique, ou est-ce que c'est ces bandes qui sont fondatrices de bon nombre de tes fanatiques dans les bandes dessinées? C'est peut-être les deux, d'ailleurs. Ouais, c'est les deux, j'écoutais ça et... Donc là, ça, c'est les Undertones. C'est les Undertones, ouais. Ouais, ils étaient un peu habillés comme tout le monde, en fait. Ceux-là, un peu moins. GBH, ouais. Ouais. Ça, j'ai écouté beaucoup plus tard. Et ce Robin Grissol. Grissol, ça, j'ai écouté il y a 10 ans. Je connaissais pas, j'écoutais pas du tout d'Indus. Et j'ai trouvé ça. Il y a pas mal de livres qui sont sortis récemment aussi chez Camion Blanc, il me semble. J'avais lu le bouquin et je voulais juste savoir ce qu'ils avaient dans leur tête. J'attire votre attention sur les têtes de tous ces musiciens, chanteurs, chanteuses qu'on va retrouver ensuite dans les bandes dessinées d'Helgué. Ça, ce sont les Teddy Boys. Alors là, pour le coup, c'est pas un groupe, hein, c'est un style. À Genève, il y en avait pas mal. Ouais. Des punks, des skins, des Teddy Boys. Ouais, mais ça a complètement disparu, quoi. Enfin, eux, là, en tout cas. Et les Lazy Cowgirls, on reverra une image des Lazy Cowgirls tout à l'heure, que tu as intégré dans une de tes bandes dessinées. En fait, le chanteur là, chauve, là au milieu avec les cheveux longs, bah en fait c'est devenu un peu un personnage récurrent. En fait, le fait d'être chauve et d'avoir une espèce de mulette. Sauf qu'il n'est jamais seul dans tes bandes dessinées, Non, il est toujours accompagné de clones en fait. Ouais, ils sont 20, pareil. Ah oui, ça c'était... Comme ça c'était une image que j'avais présenté dans une école à Zurich. C'était aussi pour montrer les différents ateliers dans lesquels tu as travaillé. Qu'on change éventuellement souvent d'atelier, puis ça peut être intéressant à voir. L'image en bas à droite, ça c'était assez chouette. C'était la ville de Genève dans l'usine de Genève, qui est un lieu culturel, mettent à disposition les ateliers pendant 3 ans.
Et c'est la première fois que j'ai eu un atelier aussi grand de 40 mètres carrés, quoi. Donc c'était chouette. Alors, avant ton premier atelier, tu fais des études. Tu fais des études et tu obtiens en 1991 un CFC de graphiste. C'est le certificat fédéral de capacité Ouais. là-bas. C'est comme un CAP, non? C'est comme un CAP, c'est l'équivalent de notre CAP. Du coup, j'avais une question là-dessus. Tu es diplômé graphiste, mais tu es devenu auteur de bande dessinée. Non, parce qu'en fait, ils ont fait une première section d'illustration, mais c'était vraiment nul. Ouais. Et puis les profs nous apprenaient à dessiner des moulins à l'aquarelle. Ils s'intéressaient absolument pas à Charles Burns et compagnie. Et puis après ces 2 ans, je me suis dit, il faut quand même que j'ai un papier pour que je puisse pointer au chômage. Et j'ai eu ce CFC ou CAP de graphiste, mais je n'ai pas une vraie formation de graphiste. C'est surtout pour avoir un papier. Bon, tu as quand même un sens de la construction typographique, ça se voit dans tous tes livres. Je pense que ça t'a servi quand même, ces études. Je pense que j'ai l'œil pour voir ce qui va pas, mais je suis pas capable de le faire des fois tout Ouais. seul. J'aime bien Il y a avoir quand même l'aide il y a quand d'un même une graphiste. rigueur, je trouve, Ouais. qui est certainement liée à ça. Quand on voit tes pages, l'utilisation de la règle beaucoup, il y a quand même un certain sens de la composition, une certaine, il est toujours très équilibré, et ça, je pense que c'est l'œil de graphiste qui parle. La question là que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu retiens de ces études, même les études avant ce diplôme de graphiste là. Est-ce que tu as retenu des conseils intéressants? Est-ce que tu as retenu des conseils et tu as tout fait pour pas les appliquer? Qu'est-ce que tu retiens de ce temps, ce moment des études? En fait, rien. Ouais. Non, en fait, je n'ai pas appris grand-chose. Mais finalement, c'est les copains, copines qu'on rencontre à l'école qui est le plus important et s'échanger. Après, des fois, il y a des profs qui s'intéressent à des choses qu'on aimait nous à notre âge, et ça, c'était plutôt chouette. Parce que sinon, ils nous présentaient toujours des vieux trucs qui nous intéressaient pas, Donc et c'était pas très motivant, en fait. tu te fais ta culture par les amis, par la contamination, par tout ça, mais absolument pas par l'enseignement. Non, c'est en fouillant les magazines et des trucs comme ça. Bon, dans ces magazines, il y a Crumb. Alors là, on va faire du name dropping, hein, désolé, mais on va arriver à un moment plus intéressant. Mais c'est toujours très chouette de voir quelles sont les influences à l'époque des études, qui sont bien éloignées là, de la culture qu'on avait enfant. Donc Robert Crumb, qui a fait cet étonnant paysage qui se transforme, un peu comme tout à l'heure George Muller. Et puis c'est quelque chose qui, toi, te meut aussi dans ton travail. Gary Painter, là on est vraiment dans l'underground de chez Underground. Tu vas même réaliser un hommage à Jimbo dans l'une de tes bandes dessinées, Ouais, on le c'était verra pour tout à l'heure. Strapazine à Zurich, un magazine, un des derniers magazines en allemand de bande dessinée. Ah oui, David Sandlin. David Sandlin. Un grand fan aussi, un peintre new-yorkais qui fait aussi de la BD. Et, on était visiter son atelier, il fait des peintures gigantesques. Plus interlope, Henri Darger. Alors je ne sais pas si tu le découvres à ce moment-là, mais il était dans tes références, Ouais. tout petit. Et je me suis dit, il faut la mettre parce qu'on est encore dans l'uniforme, dans une bande. Ici, ce sont des filles. Alors là, c'est un artiste brut, hein, Henri Darger. Donc c'est un artiste qui a été découvert même après sa mort. Il avait sous son lit une somme incroyable de très grands panoramas, très longs, où il racontait la saga des Seven Vivian Girls, qui sont ces 7 petites filles. Là, on ne le voit pas, mais elles étaient affublées de sexe, de petits zizis de garçons, parce que Henri Darger, a priori, n'a jamais vu un autre corps que le sien. Et du coup, il a focalisé ce truc-là, ce qui fait que ces Seven Vivian Girls, elles sont comme lui, sauf qu'elles sont filles. Et chez Henri Darger, ces Seven Vivian Girls sont sans cesse en conflit avec des adultes, des guerres, des explosions, etc., etc. Donc il y a pour moi beaucoup de parallèles entre ton travail et l'œuvre de Henri Darger, une œuvre monde,
dans lequel des personnages sont en proie à des manifestations apocalyptiques, etc. Ce qui est assez génial avec lui, c'est qu'on voit qu'il dessinait que pour lui, parce qu'apparemment c'était décalqué. Décalqué et dessiné recto verso. Donc en fait, il s'en foutait. Quoi. Il s'en foutait, ouais. Oui, c'était vraiment pour lui. En fait, je digresse, hein, mais c'est intéressant. Henri Darguerre a été séparé de sa petite sœur très tôt. Et puis en plus, il a été a priori témoin de la destruction d'une ville par une tornade, ce qui explique en fait l'ensemble de son œuvre. Jim Shaw. Alors j'ai pris une œuvre que tu m'avais pas donnée là, mais parce que je la connaissais pas celle-là. Alors chez Jim Shaw, il y a des choses qui m'ont du coup troublé parce que il travaille aussi beaucoup la résine, les paysages, les décors, les maquettes avec des jouets d'enfants. Et du coup, il me semblait que le parallèle là était. Non, j'aime beaucoup Jim Shaw. C'est très très beau Jim Shaw. Et il y a ces personnages un peu bizarres. Il y a des connexions évidentes, je trouve, avec ton travail. C'est avec des jouets. Avec des jouets, okay. tout à fait. Ça, c'est Jim Shaw. C'est Jim Shaw. Parce que moi, je connais surtout les Drift Store Painting, où ils ramassaient ou achetaient des peintures à $1 et faisaient des monstres expo avec ça. Quoi. C'est un peu ça, c'en est une. C'est une peinture posée sur une peinture avec un personnage qui dégouline là, et donc là, il y a des connexions aussi avec ton travail. Oui, ça c'était une grosse référence pour moi, Mark Beyer. Et je crois que dans les années 90, il y a eu beaucoup de gens, surtout en Allemagne, qui dessinaient comme Mark Beyer aussi. Hyper intéressant parce que très étrange, un peu inquiétant et très naïf dans sa manière de dessiner et de raconter les histoires, Mark Beyer. La première fois que j'ai vu, c'était il avait fait une pochette de disques pour les Residents. Ça m'a aussi bien marqué. Avec des constructions, vous le voyez, toujours très, très curieuses. Hein. Là, c'est des strips. Ça, c'est Amy et Jordan. Et ce sont des strips absurdes. Là, il n'y a pas la traduction, mais je vous recommande vraiment la lecture de Mark Beyer. C'est Blex Bolex qui m'en a beaucoup parlé aussi. Et qui, oui, c'est vraiment toute une génération qui ont été influencés par Mark Beyer. C'est hyper important. Évidemment, Lynch a aussi teinté ton travail, ce qui va peut-être intéresser Henri, qui a peut-être une question là-dessus, parce que je sais qu'on en a parlé tout à l'heure. C'était tellement une évidence. Je ne sais pas si j'ai une question, parce qu'en plus on en a déjà parlé dans la table ronde sur le malaise, parce que quand on avait préparé cette table ronde qui a eu lieu tout à l'heure, tu disais que notamment les musiques de Badalamenti, elles sont extrêmement étranges. Un peu gênante parce qu'à la fois kitsch et malaisante et dark. Mais après ça devient tellement une patate chaude ou une évidence de parler de Lynch tout le temps maintenant. Ouais, c'est vrai qu'en fait quelque part on aime tous Lynch parce qu'on a tous des cauchemars et tous des rêves, donc mais c'est vrai on y retourne tous, quoi. Mais dans la composition des images, dans les couleurs un peu pop, dans une esthétique qu'on ne peut pas bien situer entre les années 50 et maintenant, il y a quand même des connexions fortes dans vos deux univers. Ce qu'il arrive bien à faire, ce qui est génial, ce que je fais peut-être pas moi, c'est il y a des histoires d'amour ultra à l'eau de rose et en même temps le mélange extrême de noirceur. Et puis ce mélange de ces deux canaux en font vraiment un travail atypique, quoi. Parce que s'il était seulement dark, disons comme Eraserhead, son premier film, il pourrait en faire des tonnes, mais c'est peut-être pas la même force par rapport à ce qu'il fait par la suite, quoi. Dans les autres références, il y a Soft Boy de Archer Prewitt. J'ai beaucoup aimé moi aussi ça quand j'étais ado. Lui, il est surtout musicien. Ouais. Je sais plus quel groupe même. Je pourrais pas te dire. Moi, je connais que Soft Boy et les jouets qui en sont dérivés. Daniel Close, alors ça m'intéressait parce que tu le cites et j'aimerais bien t'entendre un petit peu sur ta relation à Daniel Close parce que en termes de dramaturgie, on est vraiment aux opposés là. Il est dans une construction lui très traditionnelle du récit. Même s'il le pervertit en fait, souvent. c'est plutôt l'univers. Après, des fois, c'est un peu trop bavard, quoi, pour moi. Donc, il faut lire beaucoup. Donc, du coup, je me dis, c'est bien de lire un livre. Quand tu dis l'univers, du coup, c'est la complexité de la façon de dessiner. D'un coup, il y a ce petit personnage vert. Les mélanges d'univers, quoi. C'est ça qui me plaisait beaucoup, quoi.
une petite double page de Ghost World de Daniel Close. Julie Doucet aussi, dont tu parles souvent quand on te demande. Je pense aussi, comme Marc Bayer, c'était vraiment une révélation pour tous les dessinateurs. Bon, c'était un peu le début. Bon, Crumb l'a fait bien avant, mais l'autobiographie, à ce moment-là, tout le monde a commencé à faire une autobiographie. Avec une saturation des pages chez Julie Doucet. Et ça, c'est une page de toi, c'est une double page de toi. Ouais, c'est des rares pages de ma vingtaine. Parce que moi, je dessinais pas mal pour le Psychopathe. Et ils m'ont. Donc, c'est un peu la version. Disons. Un peu en dessous de Flux Glacial, il me semble. Voilà, un petit peu plus vulgaire, un petit peu plus vulgaire, cheap aussi dans les choix de papier. En fait, j'ai pas honte si je vois ces dessins et les sujets, etc. Et puis en plus, j'écrivais et les textes sont tellement nuls. Et puis ils m'ont jamais renvoyé les originaux, mais c'est pas grave. Ça, c'était pas pour Psychopathe. Non, c'est justement parce que je connaissais toute l'équipe autour de Julie Doucet à Montréal. On avait fait un voyage, un échange entre Genève et Montréal, donc il y avait c'était très vivant la scène BD à Montréal, et puis c'était aussi participer au renouveau du comics états-unien et canadien. Et puis là, il m'avait proposé un scénario que j'ai illustré. C'est pour ça que c'est en anglais. Okay. Donc là, ça c'était publié à Montréal. Et puis là, c'est marrant parce que c'était aussi un phénomène de mode du dessin. On était tous fans de Ralph Steadman, que vous connaissez évidemment. Et puis faire des petites tâches à la brosse à dents. Tu vas, avec ce premier atelier, monter le Elvis Studio avec Xavier Robel. Et puis il y a encore deux personnes, mais qui dessinaient pas beaucoup. Oui, c'est ça. J'ai noté un troisième nom que je connaissais pas. Marco Salmaso. Marco Salmaso et Julien Kayser, qui lui avait fait un petit album. C'était le plus jeune dessinateur de bande dessinée. Il a fait chez Futuropolis à 11 ans. D'accord. Un petit bouquin. Et c'est un génie. Moi, j'ai essayé de le récupérer pour le refaire dessiner, mais ça... Donc il est sur le papier, il est avec vous au départ, mais il n'a pas percé. Enfin, il n'a pas. Disons en fait, c'est vraiment quelqu'un qui dessine super bien, et le fait qu'à 11 ans il se retrouve assis dans les festivals à côté des plus grands auteurs, c'est un peu bousillé. C'est comme ça que j'ai interprété. Peut-être il sera pas content si je dis ça. Mais, voilà. Elvis Studios, du coup, c'est un savant mélange de dessin, de graphisme. Mais c'est aussi des installations par la suite. Par la suite. Vous êtes devenu un duo. C'est surtout un duo là. Voilà. Et donc là, je vous montre quelques objets graphiques, souvent des des affiches de concerts. Oui. C'était un truc, il fallait faire une affiche, des flyers et un programme à la fois pour que ça coûte pas cher. Mais on travaillait comme des malades sur ce truc, et on a fait 5 et puis on a arrêté, quoi. Là, vous fondez vraiment vos deux écritures, hein, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous mélangez, vous jouez avec le dessin et la graphie, et ce qui fait que parfois on a du mal à distinguer ce que fait l'un et l'autre. Là, du coup, moi, je ne sais pas si c'est toi, non, si là, c'est juste Xavier. Ok. Ça, c'est dans une publication de United Dead Artists, la maison d'édition de Stéphane Blanquet. Je crois que c'est le Tendon Revolver. Et donc là, j'imagine que c'est toi. Non, ça c'est Xavier. Ah, voilà, vraiment. Ouais. Il est beaucoup plus graphique, en fait. Ok. Et il est à fond dans le graphisme, en général. Tout ça, c'est lui, du coup ? Oui, ça c'est lui, ouais. Bon, ça permet de le présenter. Ça, c'est toi ? Oui. C'est la Maison du Crack. Elle est présente là, dans l'exposition. C'est dans le même magazine. Et donc là, dans ce numéro, visiblement, vous ne mélangez pas vos écritures. Il y en a un qui fait quelque chose et l'autre qui fait autre chose. Vous avez participé à des numéros de Kramer's Ergot, qui est la revue éditée par Buenaventura. Pas le premier, je crois. C'est Ginkgo Press. Juste celle des dessinateurs qui a publié chez Cornelius. Oui, c'est Sami Arkham. Sami Arkham, tout à fait. Qui édite ça, mais il a arrêté, c'est dommage. Ouais, c'était une super revue dont tu as fait la couverture. Là, le 6, hein, c'est toi. Là. Ouais. Et l'autre, je me rappelle. C'est CF. C'est CF, ouais.
Donc là, bah, il y a pareil, de nouvelles images de Elvis Studio, avec, j'ai l'impression, les prémices d'un livre qui sera important par la suite, qui sera Elvis Road. Ouais. Ça, c'est pas dans Elvis Road, mais c'est Non, mais en déjà... fait, ça a été fait après. Elvis Road est déjà sorti, en fait. D'accord, Mm. ok. Ça, c'est les bandes dessinées de Ça, Xavier c'est Robel. quand Xavier faisait que de la BD, mais je crois qu'il détestait ça, quoi. Donc, Oui, tu me disais hier c'était compliqué. qu'il a arrêté la bande dessinée pour le coup, lui. Ouais, ça lui prenait la tête. Et ça, c'est toi, j'imagine. Alors là, on est les deux. Les deux, ok. Ce sont des peintures, là, on les voit Voilà. pas bien, mais elles Oui, ont oui. été très fortement tramées, Ouais. comme pour détruire la précision Ouais, de puis il y a l'image. une très forte attraction pour les domaines skiables, pour moi qui ai une lèpre de la nature, quoi. Enfin, humaine sur la nature. Et j'ai toujours trouvé ça glauque, en fait. Dans ce numéro de Kramer's Ergot, tu rends hommage justement au Jimbo de Gary Panther. C'est une des bandes dessinées qui sera intégrée ensuite à Total Resistance, dont on parlera par la suite, et qui est un compendium de nombre de récits que tu mènes sur près de 20 ans. Euh, on y voit déjà un mélange des genres. Vous voyez des personnages qui ont l'air de ne pas se côtoyer dans la réalité, qui viennent d'univers bien différents et qui coexistent là, dans des paysages bien souvent contemporains de la Suisse. Oui. Mais Donc là, ça, bah maintenant, tu m'as dit, c'est après Elvis Road. oui, on a fait des choses plus petites aussi. Ça, c'est pas juste un extrait de Elvis Road, c'est des images qu'on a fait exprès pour Kramer's Ergot. Ok, bon, on parlera tout à l'heure de votre manière de travailler à deux, parce que ça, c'est intéressant, évidemment, de voir un petit peu comment vous procédez. Ça, c'est la couverture que je voulais prendre entière, parce qu'il y a des échos avec ton travail bien récent, là, des bâtiments en feu, des antennes dressées vers le ciel, les montagnes de la Suisse, et des bâtiments, et des routes. J'adore les plans. Je passe assez rapidement, ça c'est Ça, c'est Xavier Robel, tout ouais, ça. tout C'est ça, assez beau, hein. Ouais, c'est super. Et puis là, Xavier Robel et toi à côté, hein, on voit que toi, tu as prolongé le travail de bande dessinée et lui Ouais, peut-être... moi, j'assume hein. mon rôle de dessinateur de bande dessinée. Donc ça, ce sont des choses que tu produis à la fois pour Kramer's Ergot et puis pour d'autres magazines. Hein, tu vas éditer chez Lapin en France pour l'association. Très peu, en fait. J'ai deux, trois histoires, mais surtout pour Strapazine. Voilà, Zurich. Strapazine aussi. Ouais. Ça, c'est Xavier. Ah oui, puis ça, c'est chouette. On s'est mis aussi au crayon couleur. Donc après ces grands ensembles là en noir et blanc, vous travaillez sur la couleur. En plus avec un choix de couleur très particulier, c'est quasiment c'est une quadrichromie modifiée, c'est-à-dire vous avez certainement les mêmes outils là, les mêmes couleurs, et puis tout ça se Oui, mélange. parce qu'en fait, comme pour beaucoup de travaux en couleur, en fait, il y a besoin que de 5 crayons différents et pour l'acrylique, tous les 5, mélanges 6, possibles. voilà, Quoi. tous les mélanges possibles. Il n'y a pas besoin d'acheter toutes les variantes, quoi. Quelques gros plans sur ces fresques complètement hallucinantes. Qui, vous le voyez, du coup, font écho aussi à tout ce qu'on a vu précédemment, hein, de Bosch en passant par Bruegel et les crimes de la Saint-Barthélemy. Ça, c'était vraiment un super laboratoire pour. Et puis si le dessin est nul, on s'en fout, on continue. Oui, de toute façon, on ne voit jamais l'image entière, on est obligé de Ouais. picorer, l'œil circule sans jamais s'arrêter sur... Et je pensais à ça quand on voyait tout à l'heure la photo des différents ateliers où tu avais résidé, mais notamment cet atelier Elvis Studio qui va devenir plus qu'un simple atelier puisque ça devient une collaboration forte. Et comme tu disais, n'avoir finalement pas retenu grand-chose des études artistiques, est-ce que c'est pas l'atelier qui a forgé ton travail? Bah, c'est là où on fait les contacts et puis avec qui on va bosser, quoi. C'est genre l'école et puis le réseau conforme en fait. Moi je dis souvent, comme j'enseigne aux étudiants, c'est vous qui faites l'école et vous faites ce que vous voulez en fait. Les profs peuvent juste vous conseiller un petit peu, quoi. Après des rencontres comme celle que tu as avec Xavier, je veux dire, rencontres graphiques et esthétiques, c'est rare. Ouais, ouais. Mais bon, lui, il a pas fait d'école d'art, il est complètement autodidacte. C'est un excellent graphiste et il n'a pas fait de CAP de graphiste.
Vous faites le Elvis Road ensemble, qui est une œuvre incroyable. Un grand livre accordéon de près de 7 mètres de long. L'original, c'est 9. C'est 9. Ah d'accord, donc il y a une petite réduction. Oui, parce qu'il y a comme ce truc, comment un livre tient bien en main. Ah oui. Bon, on a préféré le faire un tout petit peu plus petit que trop grand. Il a été édité d'abord par Pipifax. Oui, c'est une petite maison d'édition à Zurich. Il est juste génial, mais en fait, il n'aime pas vendre des livres. Donc en fait, il a tout imprimé, mais il les a jamais montés. Et du coup, on est allé voir Buenaventura, puis il nous a fait une vraie édition, mais lui, il a fait faillite après. Et, voilà, et il est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, il s'est pris la vie il y a quelques années. Le Elvis Road, c'est ça, donc c'est ce grand livre accordéon de 23 volets avec 8433 personnages, 3546 véhicules, 1847 bâtiments. Je ne sais pas qui a compté ça. Ah oui, j'allais dire, tu les as pas comptés quand même. Non. Okay. Mais il serait capable. Oui, il serait capable, c'est pour ça que j'ai un peu... 526 panneaux publicitaires, 189 figures religieuses, 25 chars de parade, un super god, un purgatoire de casse automobile, un centre commercial pornographique et bien pire encore. On en a ici quelques extraits. Alors là, vient la question de comment est-ce que vous collaborez ? Quel est votre protocole de travail ? Parce que là, le style de l'un se fond dans l'autre et on ne distingue absolument pas qui a fait quoi. Alors, est-ce qu'il y en a un qui fait le brouillon, l'autre qui passe l'encre ? Non, il n'y a pas de brouillon. Comme c'est du crayon, à la limite, on gomme. Ok. Et puis, au début, on avait chacun un mètre. Enfin, c'est une seule bande, hein, c'est pas des bouts collés. D'accord. Puis, il fait 9 mètres parce qu'on avait un bout de papier de 9 mètres. Mais est-ce que toi, tu parviens à savoir qui fait quoi en le revoyant là ? Ah oui. Et du coup, vous procédez, vous dites, moi je fais 30 cm, tu prends les 60 d'après ? Oui, puis après, on inverse, puis on complète. Ok. Et puis, à la fin, il fallait absolument qu'on le finisse parce qu'on voulait participer à une bourse. Du coup, on a tout déroulé, puis on switchait tout le temps de position, quelqu'un complétait, puis après on inversait les rôles, etc. Vous réintervenez sur le dessin de l'autre ou... Un peu, des fois, ouais. Mais en tout cas, on ne corrige pas le dessin de l'autre. Puis on met vraiment notre ego de côté, quoi. Bon, moi j'ai beaucoup discuté de ce travail avec des auteurs et des autrices qui m'ont dit que ça a été une révélation dans mon parcours. Antoine Marchalot, par exemple, me disait à quel point ce travail l'avait bouleversé. Oui, j'ai écouté l'interview de Marchalot, ça m'a fait très plaisir. Et d'autres, hein, c'est vrai que c'est... Il faut le voir, hein, cet objet, malheureusement, on l'a pas oublié. Voilà. Mais... on doit pouvoir encore le trouver sur des réseaux parallèles, mais ça vaut vraiment le coup, c'est complètement dingue. Et puis ça, ce sont des dessins que vous faites certainement à la suite, du coup, des grands formats. C'est pas les mêmes qu'on a vus tout à l'heure ? Non, ça c'est d'autres. Ça c'est assez grand, c'est je crois de 90 cm de côté. Donc, ok. Aussi le crayon de couleur, ça c'est un détail. Ça aussi. Vous voyez qu'il y a quand même une densité dans chacune des images que là tu produis avec Xavier Robel, mais dans la plupart de tes livres, il y a cette grande concentration là d'éléments. Ah oui, ça c'est le débarquement de la Normandie, donc le soft power du chewing-gum. Et alors là, qu'est-ce que c'est ? C'est de la peinture ? Là, à ce moment, c'était encore de la gouache. Moi, après, je suis passé à l'acrylique. Parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique et les couleurs sont moins crayeuses avec l'acrylique et on peut repasser facilement dessus. Alors ça m'avait pas sauté aux yeux quand je les ai mis dans mon diaporama, mais on a le même nuancier que pour Chaude, ton dernier livre. Mm-hmm. On a ce rose très chewing-gum, on a des couleurs légèrement désaturées dans le bas, là, des verts désaturés, mais sinon on n'a que des couleurs qui sortent du tube, quoi. Oui. Ouais, c'est vraiment comme ça que je travaille. Et puis, en fait, Xavier n'était pas trop à l'aise avec la couleur, mais il a appris en le faisant, quoi. On a déjà là beaucoup des éléments de ton travail à venir dans la physionomie des personnages. Regardez par exemple le petit qui est là. Ça, c'est un de tes personnages qui revient très régulièrement. Par contre, le petit chien tout pourri, c'est Xavier.
Mais tout à l'heure, dans un dessin précédent que vous aviez fait ensemble, il y avait comme en ombre chinoise ce type de personnage, mais peut-être c'était pas toi qui l'avais fait. Ou c'est possible. J'ai l'impression qu'il vient de loin ce personnage en tout cas. Ouais, c'est. Mais je vois pas exactement duquel tu parles. Donc ce chien, Il faudrait remonter dans le Ouais, diaporama, mais ok. non, non, non. Ce sont des peintures grand format, ça? Non, ça c'est assez petit, c'est 42 sur 42. Et ça c'est pour le magazine Blab à Chicago, Ok. par Monty Beauchamp, je crois. Hmm. Toi, Ça me dit rien. Non. tu connais Non, je tout. connais Blab, mais je connais pas le. Voilà, c'est lui qui faisait, c'était plutôt plus que de la BD, c'était de l'illustration avec plein de gens qui venaient plutôt de la BD. Ça, c'était une expo au musée d'art contemporain à Lucerne, mais pendant un festival qui s'appelle Fumetto. Avec Fumetti. justement deux grands dessins, là, Mhm. un en noir et blanc et un en couleur. Ouais, ça, ouais, il y avait noir et blanc, et ça fait c'est du 2,50 m sur 1,50 m, et puis même chose Hmm. pour la couleur. Il y a une grande cohérence en fait entre tes récits en bande dessinée et ce type d'installation que vous réalisiez ici à deux, mais que toi tu continues à pratiquer pour faire sortir finalement des éléments de tes livres, Mhm. les compléter, amener un complément d'information aux ouvrages. Il est assez rare de voir à quel point un travail peut essaimer dans différents domaines. Il manquerait presque plus que la musique en fait à ton, à ton actif pour avoir un univers complet qui prend tous les sens. Ouais, j'aimerais bien. Peut-être aussi le jeu vidéo, mais je sais que ça prend beaucoup de temps. Il faudra quelqu'un qui m'accompagne bien. On va passer à la deuxième partie qui est la dégustation, à savoir les travaux professionnels, on dira, les travaux principaux depuis ta sortie des études jusqu'à aujourd'hui, des travaux de commande. On peut passer assez rapidement là-dessus, Ouais, c'est mais pas je très trouve. intéressant, mais moi je les ai mis parce que comment on fait pour manger quand on est dessinateur. Donc, euh, par exemple, pour l'image de droite, il y a des votations en Suisse tous les 2 mois, 3 mois, donc sur tout et n'importe quoi. Et à Genève, il y a une tradition de l'affiche dessinée, et donc c'était aussi un revenu assez intéressant pour les dessinateurs de Genève. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était que tu n'es pas juste un auteur indépendant avec une bande dessinée un petit peu arty. Tu as aussi épousé ce qui se proposait à toi à un moment où il fallait manger, Ouais, quoi. bah, on est obligé, hein. Mais après, j'aurais pu, comme Peters qui travaillait comme bagagiste à l'aéroport, faire ça, Hmm. et pas se compromettre. Puis moi, j'ai fait ça. Tu l'as quand même emmené dans ton univers, on le voit. Mm. C'est pas comme si tu avais appliqué les choses. On reconnaît évidemment ton univers. Ton premier livre jeunesse, Ouais, c'est le premier, hein, oui. qui est déjà un récit muet et qui est mu par le mouvement de véhicules. Euh, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Alors ça, j'ai bien aimé, je l'ai mis, j'ai pas pu m'en Ouais, passer. ouais, ça allait avec. C'était aussi pour une bourse fédérale des arts appliqués. Mais c'est un objet unique. Et puis il y avait le livre camion, plus 5 maquettes avec les emballages sérigraphiés. Et puis là, bon, là c'était le bus où on pouvait ouvrir et voir à l'intérieur des passagers. On retrouve les vues en coupe de l'enfance, là. Oui, c'est ça. Qu'on va retrouver aussi dans Voilà. un autre livre jeunesse que tu as réalisé. Poursuite, ça c'est aux éditions du Rouergue. Ouais. Alors le livre pour enfants, en fait, c'est un pur hasard. Bon, j'ai fait camion et puis Olivier Douzou du Rouergue avait vu et puis il m'a demandé de faire des bouquins. Apparemment, moi je frime un peu, mais ils font jamais ça, ils vont jamais chercher les auteurs, donc j'étais assez flatté, mais par contre je connaissais pas du tout les éditions du Rouergue Et même comment t'adresser aux enfants. ouais, je crois. Est-ce que ça t'a posé question 2 secondes ou... Là, ça va parce que je me sentais assez libre et puis Douzou il était assez chouette et ouvert quoi. Bon, c'est pas non plus hyper trash quoi. Donc, Non, mais tu après vas. c'est les festivals ou les salons livres pour enfants, c'est moins rigolo que
que les festivals comme chez vous. On salue tous les festivals jeunesse. Bagarre, c'est aussi au Rouergue. Ouais, Et celui-ci il va te faire obtenir un prix qui est le prix Topfer, ouais, qui est un prix important en Suisse, à Genève. à Genève. Mm. Un livre sur la bagarre avec des messieurs avec des grandes barbes, des os cassés, vus en radiographie, et puis le petit personnage qui va revenir par la suite. Là, on a l'impression vraiment d'un laboratoire d'expérimentation. Tu essayes plein de choses. Il y a des personnages en bois découpés, il y a du numérique, il y a des... Ouais. Non, il n'y a pas de numérique. Ça, c'est intéressant pour juste des fois quand on fait pas attention avec l'éditeur. C'est que normalement, ça devait être des personnages en bois découpés. Et ils m'ont rajouté un flou gaussien sur Photoshop et c'est assez moche. Aïe. Mais voilà, ils sont dans le sud-ouest de la France et moi j'étais loin et je n'avais pas le contrôle dessus, quoi. Il y a un traitement là qui est proche de la sérigraphie. Mhm. Est-ce que tu as un rapport particulier avec l'impression ou c'était vraiment graphique? Est-ce que tu as fait de la sérigraphie toi-même? Est-ce que tu as produit Ouais, des je saurais choses? faire un cadre, mais peut-être plus aujourd'hui, quoi. Ok. Mais non, sinon je trouve ça super beau, la sérigraphie, quoi. Rayon X avec l'intérieur d'un corps là. On est encore dans des coupes, comment on dit, C'est- des coupes sagittudinales ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Ça, c'est pour rassurer les enfants s'ils passent à la radio, mais en même temps, maintenant, c'est des IRM. Ça faisait un moment que j'étais plus allé à l'hôpital, donc maintenant je regarde The Pit, donc je vois tout ce qui a changé. Ça, ce sont des peintures sur bois aussi. Oui, je crois. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on voit que j'avais de plus en plus moins envie de faire de livres jeunesse parce que les livres devenaient de plus en plus petits. Ça, c'était 12 cm par 12 cm. Exactement. Sexy Guns, c'est une bande dessinée qui, je pense, enfin tu vas me le dire, est importante dans ton parcours. Ouais. C'est une bande dessinée qui a été éditée chez United Dead Artists. Mhm. On peut plus trouver ce livre. Moi-même, je Ouais, l'ai malheureusement, Stéphane, il republie pas ce qui a été publié. Enfin, ce qui a été vendu, c'est fini, quoi. pas. Bon, du coup, j'étais très heureux que tu m'envoies le PDF. J'ai pu le lire. En quoi est-ce que cet ouvrage a été important dans ton parcours? Mais je crois que ouais, c'est au niveau de la narration où je me disais que chaque strip n'avait pas vraiment de climax ou alors enfin il est un peu caché et il n'y a pas de chute. Et puis de raconter quelque chose. En fait, moi j'appelle ça, c'est peut-être un peu prétentieux, mais des haïkus en BD, quoi. Et chaque strip c'est une petite histoire, quoi. Du coup, tu y développes un certain sens du rythme Mhm. qui, je pense, fera, enfin, comment dirais-je, te servira par la suite. Euh, Moi, j'avais une question à te poser là-dessus. Est-ce que toutes ces scénettes, elles ont lieu en simultané ou est-ce qu'il y a vraiment un fil à tenir? Est-ce qu'on aurait pu bouger l'ordre de tous tes strips là? Je crois, ouais. Oui, Ouais, ouais. ok. Il y a Ouais, des... j'essayais juste des fois qu'il y ait plus de personnages et s'il y a beaucoup de décors où il se passe rien, bah, d'un coup il y a quand même une petite scène avec des bonhommes, quoi. Le choix du muet, du coup, Parce que je ne sais pas écrire. Ah oui, ça j'aime bien ça. C'est muet, mais c'est extrêmement bruyant. Enfin, il y a beaucoup de sons dans les images. Ouais. Oui, tout à fait. Tu mets aucune onomatopée, mais on a vraiment du mouvement, du bruit, du son Ouais. en permanence. Enfin, on a rarement quelque chose de suffisamment contemplatif pour imaginer que ce soit Ouais. calme et sans bruit. Mais ça je me rends pas compte. C'est bien que tu me le dises. Eh ben, je voulais juste dire que j'adorais ces strips parce que je l'ai vu ça. Dans le tu l'as vu en vrai, bistrot, d'accord. dans mon Donc quartier. c'est toi le barbu qui... Non, non, Non. non. C'est toi qui te Mais prends la j'étais porte non plus. en face du barbu, mais il n'était pas vraiment là le barbu, c'est juste que j'avais envie de dessiner un mec avec une grosse barbe. Mais le mec, bon, il n'a pas saigné autant non plus, hein. On retrouve des personnages qui naissent en fait dans cet ouvrage, hein, puisque a priori tu ne les avais pas dessinés avant, hein, ces grands, ces barbus, ces femmes avec leurs armes, ces Amazones un peu inquiétantes.
Ça vient du film de La Croix de Fer de Sam Peckinpah, D'accord. film de guerre, et puis il y avait toutes des appelés, des femmes appelées dans l'armée soviète, et puis c'était assez impressionnant comment il les a représentés dans le film, quoi. Alors, je le connais pas ce film, mais du coup, les personnages sont habillés de la même manière, c'est ça? Oui, un peu, bon, là, il ne porte pas ses uniformes, mais il y a un peu à la base, c'est un peu les uniformes soviétiques, en fait. Black Medicine Book, qui est une compilation de dessins, de peintures, de sculptures qui émanent du coup de ton univers. C'est un gros livre, c'est le plus gros d'ailleurs de tes ouvrages. C'est certainement Ouais, celui qui pèse le c'est plus. celui qui se vend le moins bien. Il ressemble à un catalogue d'art en fait. Oui, en fait, avant de faire plein de BD, j'aurais dû le sortir après, hein, mais Mais il est très intéressant à voir Mm. rétrospectivement. Ouais. C'est-à-dire que on a déjà ici les fondations de ton univers, que ce soit les jouets, les armes, la résine. Euh, c'est un livre qui part de ce livre-là, Ouais. qui est Qui est un ancien de la CIA et qui propose plein de méthodes de combat pour tuer son adversaire à main nue. quelques images. Et il s'appelle Black Medicine Book et je trouvais, enfin Black Medicine. Mais après nous on a rajouté Book pour pas avoir des problèmes. Mais lui aussi, il a des barbus. Hein. Ah oui, mais c'est l'époque, c'est les années 70. Et on le sent, parfois, tu vas travailler d'après ces images. Mhm. Ça, c'est l'introduction par Charles Burns de ce catalogue, enfin de ce livre. C'est pas tout à fait un catalogue non plus, c'est-à-dire qu'on voit bien il y a une histoire qui est déconstruite et qui est faite de peintures, de dessins couleurs, de dessins noirs et blancs et de sculptures et d'installations. Et là, il avait redessiné justement un de ses personnages féminins. Il était en face, c'était à Minneapolis. Et puis, À l'occasion de la résidence, à l'occasion de la résidence, Pierre puis je Felciso. suis arrivé en transpirant et tu veux pas y changer. Ah, Il n'y a pas de génial. problème. Et d'un coup, j'ai un original de Burns chez moi. Plus une En image plus, dans le livre. oui, et puis en plus à l'effigie d'un de tes personnages. Ouais. Alors voilà ce qui constitue Black Medicine Book, des dessins qui tiennent en soi, hein, qui n'ont pas besoin de s'inscrire dans une séquence. Des dessins au crayon de couleur, dans une gamme de teintes réduite, noir, bleu, rouge, Carandache. carandache, les Prismalo, Ouais. ouais, C'est c'est les plus pigmentés. Voilà. Non, ils sont bien. Je fais pas de la pub pour Carandache parce que par contre, parce que leurs gouaches sont vraiment pas bons. Pas bonnes, pardon. Des peintures, pour le Ouais. coup, peinture acrylique, Ouais. sur bois. 1m10 sur 1m10. 1m10 sur 1m10, celle-ci. On a pas mal de petites peintures dans l'exposition derrière vous. Là, je vous recommande la visite. Ça, j'en fais un peu moins parce que j'ai pas maintenant un atelier hyper grand. J'aimerais bien avoir un monstre espace pour en faire plein, mais je peux Ensuite, pas. nous avons des objets qui, Ouais, qui ça, je sont... ferai plus aujourd'hui. Ouais. Parce que Bah, la période, en Ouais, fait. voilà. Ouais. Je vois- Ça, alors c'est le module de montagne, on verra plus tard, mais ça c'est quelque chose que j'aimerais qui s'agrandisse de plus en plus. Dès que j'ai un peu de sous, tout ce que je gagne en bourse, en prix, j'aurais réinvesti directement dans les projets en fait. Alors tous ces objets, en fait, ils sont dans les bandes dessinées. Oui. Et ce sont des extensions, en quelque sorte, des bandes dessinées, comme si celles-ci contaminaient le réel. Ouais. C'est super intéressant de C'est- développer l'univers aussi en dehors de la page, quoi. C'est Disneyland. Mais c'est des extensions ou parfois tu fais un module et il va intégrer une bande dessinée? Ah, ça c'est intéressant. En fait, les deux. Ouais. Ouais, il y a On verra des une de choses, tes maquettes que tu as. C'est vrai qu'il y a le centre commercial, c'est quelque chose que je dessine souvent, puis après je l'ai représenté là en résine. Mais ouais, c'est vrai que tu as raison, ça vient plutôt des BD, et après je fais quelque chose avec en volume. Et si j'ai fait du volume, c'est parce que je trouve que le métier de dessinateur, c'est quand même un peu fastidieux, surtout la BD. Et puis le fait de faire des objets ou de la peinture, ça me sort un petit peu de la routine. C'est beaucoup plus physique, le corps travaille différemment. Ah non, et- mais alors je suis pas du tout dans le. Non, non, mais la sans gestu- exagérer, mais je veux dire, c'est peut-être Ouais. moins minutieux.
Enfin, moins, c'est pas moins minutieux, Si, je veux dire, mais moins contraint. mais quand même, parce que c'est quand même très détaillé. Hmm. Et puis, ce qui était marrant, c'est qu'il y a une curatrice qui était venue voir mon atelier, et puis elle disait, c'est marrant, tu peins comme un dessinateur, c'est-à-dire que c'est à plat. Et puis sur une table de nouveau, donc en fait, tu changes pas beaucoup. Ouais, en fait. Ça, ce sont les dessins que tu réalises du coup d'après le Black Medicine. Ouais. Tu fais beaucoup ça, un travail d'après photo? Ouais, alors j'ai une monstre banque d'images où j'appelle ça des promenades Google, où je me constitue des dossiers d'images à redessiner, à m'inspirer, etc. On le verra en particulier dans Kill Motor avec la présence de bâtiments directement prises de la Suisse. Ça, c'est toujours Black Medicine Book avec des peintures. Et ici, une montagne surmontée d'un grand cube qui vous rappelle peut-être l'oncle Picsou et ce fameux trésor qu'il préserve. Ton deuxième livre avec Atrabile, c'est SUV ou SUV. Mhm. Celui-ci, pareil, il est plus édité. Hein. Moi, je ne l'ai pas. Ah bon? Non. Je suis pas au courant. Faut demander à l'éditeur. Du Ah, coup, oui, je vais je demander. peux vous montrer que les images, là, j'ai cru voir ce qui se tramait derrière ce livre. Qu'est-ce que tu peux en dire de ce livre, toi? Ouais, je me souviens plus. Ouais. Non, c'était marrant à l'époque, ce SUV, personne connaissait enfin maintenant c'est un mot intégré, mais personne ne savait ce que c'était un SUV. Tout le monde demandait, bah, je dis ouais, c'est un 4x4 quoi. Bon, il y a quand même ici un portrait du capitalisme contemporain, le Ouais, SUV étant un symbole. oui. Et ça, il y en a beaucoup à Genève. Et ils savent pas les conduire. Il y a plein de points morts et ils sont extrêmement dangereux, quoi. Alors, on sait depuis la rencontre sur le malaise de cet après-midi que la couverture de SUV, c'est en fait un dessin refusé pour un magazine. Au Liban, Au ouais. Liban, ouais. Ouais. Parce que blasphématoire. Oui, une revue qui avait eu une amende, je crois. Oui, l'année d'avant, ils avaient eu 30 000 euros d'amende ou 20 000. C'était vraiment monstrueux au Liban. Et Voilà, puis, donc moi, risque zéro, quoi. pour moi, risque zéro et de publier ça, mais eux, oui, donc j'ai proposé un autre dessin, quoi. Je sais que dans ce livre, il est question de tacos et de frites, mais j'en sais pas plus. Ouais, je Ça me pense fascine. que c'est mes enfants qui commencent à manger des tacos. Je me dis, mais pourquoi? Et ces croix qui sont en réalité des sortes de paraboles ou d'antennes pour communiquer avec un ailleurs. Hein, c'est ça. Hein, Ouais, ou c'est un peu le début d'installation de la G5, mais ça ressemble pas du tout à ça en fait. D'où les personnages crucifiés qui fondent. Qui fondent dessus, voilà. Ok. Total Résistance, qui est justement la compilation de tes récits courts en bande dessinée de près de 20 années de pratique. Mhm. Alors, ce qui est très étonnant quand on regarde ce livre, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a eu 20 ans qui se sont écoulés entre la première bande dessinée et la dernière. Il y a une constance dans ta manière de faire. Qu'est-ce que ça a dû te faire à toi-même quelque chose, en fait, de revoir tous ces récits, vieux parfois de 20 ans, Mhm. compilés ensemble, associés les uns aux autres. J'aimerais bien savoir quel a été ton sentiment là, quand tu as eu le livre entre les mains ou quand tu as fabriqué la maquette avec l'éditeur. Bah, disons que moi je suis pas quelqu'un de trop nostalgique, j'aime pas trop regarder en arrière. Donc après je me suis dit que c'était pas si mal en fait. Enfin, la production. Et ouais, j'avais bien aimé faire la couverture parce que c'était en plein Covid. Alors, ça c'est la couverture dépliée. Et donc là, tu as travaillé d'après une photo. Ouais. Mais C'était une j'ai tempête de dû sable, hein, je crois. redresser sur Photoshop pour que ce soit bien droit, comme une photo de Herzog et Meuron, les architectes. Là. Ça, c'est la précision du graphiste, là, Oui, voilà, j'aime bien que ce soit droit. avec les choix Et puis, typographiques très suisses aussi. ouais. Et puis le ciel, en fait, c'était ces fameuses tempêtes du Sahara qui étaient arrivées pendant en plein Covid. Donc tout était fermé, en plus le ciel, c'était assez étrange. Et puis la station d'essence qui était notre oasis pour acheter à manger ou de la bière, les seuls trucs ouverts, ce qui est plus visible sur la couverture dessinée en fait. Alors, on va la remettre.
Voilà. Chaque fois, c'était une source de bonheur, on appelait ça. Dans Total Resistance, il y a du coup toutes les bandes dessinées que tu as réalisées pour Strapazine, pour Kramer Zergott, pour Stéphane Blanquet aussi, j'imagine. Et tu as décidé de faire imprimer ça sur des papiers colorés. Il y a un côté un peu cheap du coup à ça, comme si c'était de la photocopie sur du papier teinté dans la masse. Oui, ça c'est un peu une astuce de graphiste. Donc le graphiste Ben Chevalier de Atrabil a mis sa patte de graphiste et ça se faisait beaucoup, enfin ça se fait encore beaucoup, ces pages de couleurs comme dans un annuaire au milieu de pages blanches. On a dans Total Resistance des motifs qui seront réinvestis dans Kid Motor et Chud, le couple qui regarde la télévision. Ça, c'est une figure récurrente dans ton travail. Les figures qui dégoulinent, qui suent, les architectures quasiment brutalistes. Il y a déjà tout ça. Les rayonnements, les ondes, les énergies que balance la technologie contemporaine. Tout est là, déjà, dans les bandes dessinées que tu fais pour... On a l'impression que tu t'es servi de ces récits courts pour explorer, expérimenter des choses que tu réengages après de manière beaucoup plus solide et constituante du récit. En fait, par la suite, ce qu'on verra, c'est que j'ai bossé beaucoup plus sérieusement la BD et puis je voulais vraiment faire des longs récits pour dire que je suis avant tout un dessinateur de bande dessinée et pas un illustrateur, quoi. Et c'est vrai que d'un livre à l'autre, on a la sensation que tu montes toujours un cran dans le côté très organique du récit, la force des images. En fait, c'est étonnant d'avoir lu là, d'avoir relu tout en 2 mois. J'y ai vu une constance et un gain à chaque ouvrage qui fait que j'attends avec impatience le prochain parce que le dernier est toujours le plus subtil, le plus fort, le mieux réalisé. Merci. Est-ce que toi, tu as cette sensation Non. une forme de progression? Est-ce que tu te sers de ce qui a fonctionné? J'ai peur surtout de me répéter, d'avoir toujours les mêmes sujets, puis en même temps, je me dis, finalement, c'est comme certains groupes de musique qui font toujours la même chose et c'est toujours bien. Ce livre, par exemple, il est à l'image de ce que je viens de dire. C'est un livre qui t'a été proposé par un éditeur qui s'appelle comment déjà? Harry Fiction à Lausanne. Voilà, c'est ça. Et ils font que de l'art contemporain. En fait. Voilà, dessin en particulier. Là, c'est une collection uniquement de dessins. C'est un directeur de collection qui s'appelle Philippe Fretz. C'est ça. Qui je est peintre l'ai entendu lui-même. à la radio Ah oui. il n'y a pas longtemps là. Et du coup, en fait, ce livre de 34 pages ou 36 pages, je crois, non, 64. Ouais, plutôt 64. Tu dis qu'il t'a servi en fait à poser les fondations du livre d'après qui s'appelle Kill Motor, qui est un gros engagement de 200 pages au départ qui deviendront 180 pages par la suite. Ouais, parce que j'en avais marre. Voilà. Mais du coup, il y a dans ce petit livre déjà en germe bon nombre des idées et des images qui vont teinter Kill Motor. Ça, c'est une couverture de Willy van der Steen, donc celui qui fait Bob et Bobette. Il a fait plein de séries. Oui. Et puis c'est un loup qui saute dans une rivière, il y a un cow-boy attaché sur un radeau. Ok. Mais là, c'est une espèce de grosse pierre qui tombe à l'eau. Il y a toujours l'obstination pour la montagne et les remontes pentes. Les structures métalliques. Oui, puis je suis fan de data design en fait. D'où en fait ces plans qui ne marchent pas, qui ne veulent rien dire. Là, du coup, tu ne te poses pas la question de la cohérence du dessin, tu explores dans tous les sens. Ouais. Ces formes un peu logotypées, là, moi, elles m'étonnent vraiment. Qu'est-ce que c'est exactement, du coup? C'est vraiment purement formel? C'est un peu comme un dessin de téléphone. Okay. Bon, maintenant, on le ferait un peu moins, parce que c'est pas comment... Ouais, on peut encore dessiner en téléphonant. Mais là, c'est des choses... Parce qu'il y a cette commande, tu réalises spécialement les dessins? Non, alors là, c'est des choses que tu as dans des carnets?
Ou dans les carnets où je commence directement. Mais là, j'avais totale liberté aussi. Tu fais ce que tu veux, quoi. Il n'y avait pas de thème, ni Mais rien. tu pars en page blanche, tu vas pas rechercher des choses déjà esquissées quelque part. Non. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Après, je vais essayer de faire un peu du crayon. Tu changes les outils. Il faudrait que je bosse un peu mieux le crayon. Mais là, c'est que des entrées de protection civile en Suisse. Je vais répertorier sur Google. Bon, ça part dans tous les sens. Et puis bon, là, c'est ce truc d'aéroport. Comme j'habite à côté d'un aéroport, puis je me demande d'où vont tous ces gens tous les jours. C'est du slime. C'est du slime, ouais. Des accidents de voiture, beaucoup. Ouais. Des Buffalo Grill qui oui, ça brûlent. Bien. C'est quand je passe à travers la France, il y en a plein. Mais chez toi, ils sont toujours en feu. Il y en a un à Lausanne, je crois. Mais j'ai jamais essayé. Ça c'est vraiment directement un motif qui va contaminer le livre d'après. Oui. Ouais. Et le voilà justement, ce livre d'après, Kill Motor, qui est ta bande dessinée la plus sérieuse du coup, celle qui doit prouver au monde que tu es auteur de bande dessinée. Ouais, c'était vraiment un statement, quoi. La voici, la couverture de Kill Motor. Ce qui est très intéressant quand on travaille dans le cadre d'un antipasti comme ça, c'est qu'on voit toutes les coulisses, toute la cuisine de l'auteur. Et Helge, il m'a envoyé cette image-là, qui effectivement, vous voyez, il y a juste la forme derrière qui change. Et c'est ça, en fait, Kill Motor. Kill Motor, c'est la montagne sur laquelle Picsou érige son trésor. Et c'est cette montagne qui s'appelle Kill Motor. Moi, je ne savais pas. Oui. C'est une BD de Don Rosa qui fait la vie de Picsou, de la naissance jusqu'à ce qu'il devienne très très riche. Toute la généalogie, et donc. Et puis là, c'est là où j'ai appris que en fait, cette butte s'appelle Kill Motor. C'est un livre qui commence comme ça. Et là, j'ai numérisé des séquences parce que il y a une vraie fluidité, il y a un lien organique en fait dans les images qu'on n'avait pas encore complètement vu dans Sexy Guns ou dans des livres de dessin. Là, il y a vraiment une cohérence, c'est-à-dire que même si les actions sont bizarres, étonnantes, étranges, tout semble très logique en fait dans cet univers. C'est une logique qui appartient à ce monde parallèle là qu'on ne connaît pas, en tous les cas qu'on connaît qu'au travers de ce livre. Là, ça parle bêtement de la colonie, mais je voulais pas mettre des gens comme des Amérindiens ou quoi que ce soit, pas pour que ce soit de l'appropriation. Et puis c'est tout ce truc, ce mode de vie simple, boire la bière, écouter de la musique, puis on amène la civilisation bien lisse en fait. Donc là, ce sont des personnages lisse et dégoulinante. Oui, lisse et dégoulinante. Là, ils installent une grande antenne. Il faut. Là, j'attire votre attention sur la petite vignette au milieu, là, qui est directement... oui, tu l'as retrouvé. C'est moi qui l'ai envoyé ou tu... Non, je l'ai retrouvé. Oui, je l'ai retrouvé. Et du coup, tu as juste renversé l'image, quoi. Ouais. Et on retrouve notre ami chauve avec la nuque longue. Ouais. Ça, c'est comment ils s'appellent ceux-là déjà? C'est les Lazy Cowgirls. On les écoutera tout à l'heure, peut-être, si on a le temps. T'as trouvé? Et puis voilà, transformation du monde, les 4x4, etc. C'est-à-dire que cette grande antenne envoie des ondes et elle fait suer les bâtiments, c'est ça, hein? Peut-être. En fait, je ne sais pas. Il y a quand même quelque chose d'assez récurrent aussi, c'est les voitures qui se transforment en espèce de masse chevelue. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment un monde parallèle et on ne va pas faire l'exercice de comment dirais-je, de décoder tout ça, parce que je ne suis pas sûr que toi-même tu saches. Non, en fait, j'ai pas trop envie de savoir. Ouais. En tous les cas, c'est d'une très grande cohérence. Là, on a un personnage qui va prendre l'avion. Et d'ailleurs, on reconnaît en bas l'aéroport de Genève. Ouais, de Cointrin. Le Cointrin, c'est ça? C'est celui-ci. Moi, j'habite pas loin de là. Quoi. Donc, on est au bord du lac Léman, là. Le lac Léman qui est aussi dépeint dans ton monde parallèle. Dans ce monde parallèle, il y a ce personnage un peu chevelu qui vient fracasser la tête d'un autre.
C'est la bagarre, hein. C'est très clair. Oui, bah en fait, c'est tout ce truc de contrôle à l'aéroport. Je me suis toujours posé la question pourquoi on nous enlève un petit coupe-ongle. Alors que peut-être Alors qu'on a nos mains. deux mecs deux nanas qui font du MMA pourraient démonter, pour l'exemple, deux, trois passagers et puis prendre le contrôle de l'avion. Mais là, Ce qu'il fait là, hein. comme tu disais, donc encore une fois dans la rencontre précédente, que tu avais lu pas mal de mangas ces dernières années, pour plein de raisons, notamment parce que tu es enseignant. J'ai l'impression dans les mouvements de force, là, dans les lignes, qu'il y a cette exagération qu'on trouve Ouais. dans le manga. Oui, ouais, là, c'est vrai que je lis de plus en plus de mangas. Et j'ai rattrapé mon retard. Dans ce livre, il y a des sas, il y a des intercalaires colorés. Et donc, tu peux toujours pas faire une bande dessinée traditionnelle. Il y a toujours un truc qui est perverti à un moment, à un endroit. Ça, c'est super intéressant parce que ça coupe le récit et en même temps, ça réengage des éléments du récit, mais cette fois-ci en couleur, peint sur du bois. Ouais. Sauf que je ne sais pas du tout à quel point je perds le lecteur quand il y a ce genre de pages, mais en fait j'ai hyper envie de les faire. Ce qui est Ça, étonnant dans c'est la ton... route de la soie que j'avais redessiné, donc ce qu'ils croient et construisent depuis la Chine jusqu'en Allemagne, je crois, jusqu'à Amsterdam, ils sont en train de construire ça. Il y a tous ces éléments du coup qui sont pris du réel et qui amènent un certain sentiment de réalité dans tes récits. C'est-à-dire que on n'est pas complètement dans un monde parallèle non plus. C'est bien notre monde là, avec des bâtiments qui existent, des Donc, monuments qu'on connaît. Ouais, ça c'est à Genève, c'est l'OMC, il me semble. Je sais qu'il y a Port-Franc que tu as dessiné. Le Port-Franc, dans... c'est très important parce que à Genève, il y a beaucoup d'art contemporain, mais il y a une raison, c'est qu'il y a le Port-Franc, puis on peut mettre des œuvres qui ne seront pas taxées dedans. Donc très malin. Là, c'est certainement l'avion qui a été détourné. Oui, au loin, puis après on passe à autre chose. Et il y a toute cette séquence que je trouve très belle et du coup que je vous invite à regarder. C'est muet, donc il y a juste qu'à regarder les images. Ça, c'est de la bande dessinée. Il y a vraiment quelque chose de très étonnant. Ta manière d'utiliser le médium sans les mots, il y a une vraie transformation des choses et en même temps le découpage n'a pas été pensé pour que ça soit comme un dessin animé. Et la posture de ce personnage là, je sais pas, qui s'est transformé, qui ressemble davantage là, à un pop-corn qu'à ce qu'il était au départ. Il est mou, il est issu, et puis tout d'un coup, il devient dur. Moi, il se transforme. Il se transforme. Ouais. Mais c'est aussi une raison, je pense que je ne mets pas de texte. Moi, j'ai remarqué, moi je lis quand même énormément de bandes dessinées, mangas, comics, et en fait, une fois qu'on lit les textes, on ne regarde plus les dessins. Et je trouve un peu dommage, surtout les mangas, des fois c'est tellement fouillé et on est complètement obnubilé par ces bulles en fait. Et bon, ça c'est un classique, mais je trouve qu'aussi les bulles abîment l'image, quoi. La romance, selon Helge, un homme, une femme à dos de moto. Les motos bondissent dans les airs, tombent sur le sol, mettent le paysage en feu et le couple s'embrasse tendrement devant les flammes. On n'a pas besoin de matériel. Et puis ce personnage qui sue beaucoup, il vient peindre les flammes. Là, donc il installe son petit chevalet tranquillement devant les flammes des deux motos avec, on le voit là, le petit couple qui s'embrasse. Et donc le peintre s'apprête à immortaliser cette scène. Le livre dans le livre, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un de tes personnages qui fabrique un livre, et puis dans le livre, on a le livre qu'il a fabriqué, comme une mise en abîme. On est vraiment toujours dans comment est-ce qu'on fait pour pousser le médium bande dessinée le plus loin possible. Enfin, moi, je le vois comme ça en tous les cas.
Voilà, ce personnage, il s'affaire là sur son écran d'ordinateur, il va sur un photocopieur, il photocopie, il se fait son petit fanzine, il le massicote, il l'agrafe, et puis il l'emmène un peu plus loin, et on le reverra un peu plus tard. Il y a toujours des histoires qui se déroulent en simultané là, dans ton... Et ça, c'est vraiment nouveau dans tes derniers ouvrages. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas... elle n'est pas linéaire, enfin, elle est linéaire, mais par contre, c'est des morceaux d'histoire qui se déroulent au même moment, Ouais. dans des endroits différents. Oui, c'est une sorte d'arborescence pour que ça soit un peu plus intéressant pour moi aussi. Tu es obligé Ouais. d'écrire un peu du coup pour ça, non? Non, j'écris pas. Ah oui? Non. Donc tu es obligé de te remémorer de ce que tu as mis Non, en place? mais peut-être, je sais pas s'il y a une image, mais je dessine toutes les pages en miniature avec les 6 cases. Alors on va les regarder, on va passer vite là-dessus. Les voilà. Voilà, ça c'est tout mon scénario en fait. Et puis chaque case, chaque page numérotée, c'est une page et dedans il y a 6 cases. Et dedans il y a mon scénario au complet et je change rien. Il n'y a pas du tout de retranscription de ça à la dernière version. Il n'y a pas une version alternative. Non, je tu change passes rien. de ça. Par contre, si je relis ça 2 ans plus tard, je sais pas ce que j'ai fait, quoi. Je pourrais pas la reprendre. Mais est-ce que cette question des multiples narrations, ça pourrait être une influence consciente ou pas par exemple des séries, tu as l'air de regarder quelques-unes, Ouais. où il y a souvent comme ça plusieurs actions en parallèle qui se passent avant un Oui, regroupement. peut-être, ouais. Ouais, comme j'en regarde énormément des séries, il y a toujours, on change de canal tout le temps. Pour garder une Effectivement, espèce ouais. de tension. Ouais. Mais des fois, c'est un peu trop. C'est souvent exagéré. Ça mais... m'énerve. Cette double page m'intriguait. Tu c'est traces ça. du coup tes cases Ouais. avant de les remplir. Ouais, c'est ce que je dois faire et ce que je dois remplir. Donc là, tu penses vraiment rythme. C'est ça? Oui, avec les doubles pages. Et puis je sors pas du gaufrier classique de 6 cases, comme ça je dois pas trop réfléchir la forme que ça va prendre. Et chaque case a son importance égale à l'autre, quoi. Ensuite, tu passes au format du dessin. Tu travailles avec un crayon bleu, comme on le faisait autrefois. C'est un crayon qui, a priori, disparaît avec la photogravure. Sauf que tu me disais que toi, aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Non, c'est pas le bon bleu. C'est pas le bon bleu. Mais donc, il y a un dessin comme ça, très léger. Et puis ensuite, alors désolé, là, ça n'apparaît pas à l'écran. Mais ensuite, tu traces tout au pinceau, à la règle, à la main, avec de l'encre de Chine. Ouais. Tu travailles à l'acrylique, tu nous as mis une petite référence là. Ouais, c'est de la pub. Et donc ça, c'est tous les outils que tu C'est le utilises. sponsor. On a les outils du graphiste là, hein, avec les Ouais. règles, les normographes et. Ouais, ça j'ai commencé à utiliser récemment les normographes. Et puis juste aussi à titre, je trouve des fois c'est intéressant de parler matériel. Ouais. Et c'est important d'acheter du bon matériel. Et puis là, dans mon cas, c'est de l'encre de Chine Rotring, qui est de plus en plus difficile à trouver, mais qui couvre super bien. Les pinceaux, vous n'avez pas besoin d'acheter du luxe Martre, 10 € le pinceau. On les trouve à 1 € en synthétique, et super rigide et super pointu. Et, Tu les changes souvent du coup. ouais, je vois quand même c'est quand même un peu corrosif l'encre de Chine. Et puis le papier, avant, tout le monde dessinait sur du Schollers Parole, je pense que tu connais. Tu connais aussi. Une marque Henri, de il dessine papier. pas. Je suis pas très dessinateur. Excuse-moi. Et puis, en fait, le canson, c'est à grain et marche très très bien. Et puis, moi, je fais tout le temps de la pub pour les acryliques Lascaux parce que c'est juste les meilleurs. Et assez abordable. On va passer au dernier livre en date, alors que nous sommes à 1h30, Clara. 1h30, Henri. 1h40 même. Non, moi j'ai lancé le chrono, il est 1h30. Petite vérification. Chaude, c'est le dernier, Ça c'est fait le dernier livre. 1h33 que nous enregistrons. C'est ton dernier Tu as livre. triché avec ton chrono. Tu vas avoir perfect timing. Dans 10 minutes, on est à la Ouais, buvette, une bière à la main. Ça marche. Chaude, super Courage. livre parce que c'est le dernier. Et comme je le disais, j'ai l'impression que d'un livre à l'autre, tout se met en place. C'est de l'orfèvrerie, c'est de l'horlogerie parfaitement huilée. Tu retournes là à des paginations très courtes. Certainement, Kill Motor a été éprouvant pour toi.
Ouais. Et là, du coup, c'est 32 pages. Mais par contre, c'est pas un petit format, c'est un grand format. Ça fait 30 par 40. Oui, mais en C'est fait, celui qui était là, ouais. qui doit circuler certainement. Mais l'idée de départ, en fait, c'était de faire comme des soft boys, là, les tout petits. Je voulais faire des comics. Ok. Et Chiatrabil disait que en France et en Suisse, les libraires, ils n'aiment pas les petits formats parce que ça tombe derrière sur les étals. Et peut-être ça marche aux États-Unis parce qu'ils ont un système avec les pochettes mais ça n'existe pas en Europe. Bon, Peut-être mais en là, Angleterre. les libraires n'ont pas ce format d'étagère Ouais. non plus. Voilà, justement. Ah oui, mais c'est un peu plus grand, mais moins il disparaît un peu moins. Et je regarde pas qu'ils m'ont incité à faire ça en A3 en fait. Mais tu mets un numéro dessus, donc ça sous-entend le C'est début un de zéro. quelque chose. Donc, Quoi. C'est un zéro, mais Daniel Datrabil m'a dit faut pas les numéroter parce que les gens ils seront obligés de collectionner et tu vas juste changer de titre. Donc ce sera Chaude, quelque chose, etc. Mais pas de numéro. J'allais te poser la question, du coup, il y aura une suite? Oui. Ah, super. Parce que en fait, pour moi, c'est vraiment un format laboratoire. Donc le prochain, il y aura des objets, il y aura des strips, il y aura des histoires courtes. Là, c'était une longue histoire. Mais du coup, un zéro, ça sous-entend, Il y pour a une filer la métaphore de la série, l'épisode pilote un peu. Voilà, c'est ça, mais sans numérotation. Là, tu travailles un peu différemment, c'est-à-dire que tu as les mêmes outils, mais par contre, il y a un traitement numérique. Même le trait a été teinté. Le trait n'est pas noir, Oui. il est bleu. Et les aplats, j'imagine, sont travaillés dans Photoshop. Ouais. Ouais, j'ai eu mal au dos. Hein. Alors ça, c'est nouveau pour toi, du coup, Ouais, le c'est numérique. long, hein. Ça, c'est l'image dont on parlait, Henri, tout à l'heure, là, qui est assez... Qu'on voit dans étonnante. l'exposition aussi. Bah, c'est-à-dire que cette adresse au lecteur ou à la lectrice, Ouais. elle est assez incroyable. Le regard caméra. Ouais, c'est la seule fois que j'ai fait ça. Quoi. Chaude, c'est 32 pages qui sont très narratives. Qu'est-ce qu'on y voit exactement dans Chaude? Qu'est-ce que tu as voulu, toi, y faire de différent des livres précédents? Pas vraiment quelque chose de différent. Il y a une dimension du rituel qui est beaucoup plus importante, j'ai l'impression, dans Ouais, celui-ci. toi, tu le vois mieux que moi, je ne sais pas. Ne serait-ce que En parce fait, qu'il y a un peut-être- bâtiment qui est une église, en fait, ou quelque chose de, Ouais, mais elle n'est de pas tout le store. temps là, et nouveau les chalets aussi. Mais en fait, basiquement, je pense que ça parle d'agoraphobie, avec ce que j'appellerais des parents qui restent chez eux, si tu remets la première... Tout à fait. Le Et, couple... la maman, elle bouge pas, et le père, il est hyper stressé parce qu'il a plus de clope. Et il va demander à ce petit personnage trop Qui mignon, serait- mais un peu gnome quand même au centre, Ouais, il est un d'aller peu chercher moche. des clopes. Ouais, et puis il l'oblige d'aller chercher les clopes. Quoi. Et eux, ils sortent jamais de la maison. Quoi. Il y a ce grand personnage un peu chewing-gum là, qui conduit une voiture depuis la plateforme arrière. Mais franchement, je ne sais pas ce que je voulais raconter. Quoi. En tous les cas, il raconte ce livre, je Ouais. trouve, hein, vraiment. Bah, c'est principal. Et comme je te le disais hier, pour moi, c'est le plus drôle de tous. Et c'est peut-être dans la couleur que ça se joue, c'est-à-dire que tout d'un coup, le noir et blanc est rempli de couleurs très pop, ce qui diminue peut-être, ce qui amoindrit un peu la violence des. Ouais, mais des ça, c'est scènes. vraiment le truc. Tu peux le voir dans les peintures. C'est que, comme c'est un peu dark, j'aime bien avoir des couleurs qui sortent du tube, qui sont hyper flash. Quoi. Et des ondes qui sortent toujours des antennes. Cette scène qui est très étonnante, avec des personnages qui naissent là, sous nos yeux. On les avait jamais vus avant, hein, ces espèces de blocs de fumée, là, cacahuètes de fumée. Ils naissent parce que tu as besoin de... C'est une nouvelle famille. Quoi. C'est ça. On retrouve l'idée des schtroumpfs là, hein, c'est-à-dire c'est que ça. l'idée des multiples, comme les figurines que vous avez sur le plateau derrière vous, on a vraiment une forme de clonage des personnages. Ou peut-être les boules de suie de Miyazaki, j'y pense à l'instant, je suis pas sûr que ça. Moi, je les ai Peut-être pas tous forcément vus, regardé, mais ouais. Ouais, non, je les ai tous vus, mais j'ai pas souvenir. Les boules de suie. Dans Chihiro, dans le voyage de Chihiro, qui porte Ouais, mais il y a tellement de trucs. Ouais, il y a tellement de trucs. Ouais. Mais sûrement, je. Une espèce de petites Ouais. boules toutes noires avec. Ouais. On s'arrête sur une petite séquence là, donc ce personnage qui est un personnage féminin visiblement, mais qui est de la fumée, on ne sait pas trop, qui fume sa clope, qui la Pour jette par narguer terre. le gars qui n'a pas de clope à l'intérieur, et puis elle jette la cigarette au sol devant lui.
elle se transforme en boule et elle Descend. part dans le ciel. Je sais Vraiment. pas. On passe très rapidement sur quelques images là, hop, parce que le temps passe Oui, vite. ça, Tu voulais parler de ça? Ça, c'est très vite. Moi, j'adore faire les pochettes de disques. C'est un peu les seuls mandats que j'adore faire. Les mandats, c'est commandes chez nous en France. Ah oui, pardon. Les Mandats, commandes. Les commandes, c'est hyper chouette de faire des pochettes de disques. T'as fait des pochettes de disques, t'as fait des étiquettes pour de la bière aussi. Oui, alors ça, c'est un copain, Julie Doucet, y est passé, dessinateur à brasseur de bière. Et il demande des étiquettes un peu à tout le monde. Tout ce qu'on voit là, c'est ce qui se passe en dehors de la bande dessinée pour toi. Alors comme le temps passe, je vous les montre rapidement. Si tu veux que je m'arrête sur l'une d'entre elles, hein, n'hésite pas à me dire. Le travail autour des expos qui est très important, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça prend presque même autant de place que ton travail d'auteur de bande dessinée. Et donc tu évolues dans deux domaines bien distincts là, qui se contaminent assez peu malheureusement, qui sont le milieu de la bande dessinée et l'art contemporain. Et c'est bien qu'on commence justement à voir que la frontière est un peu plus perméable entre les deux. Bah là, c'était une curatrice d'art contemporain qui m'a invité. Donc ouais, c'est vrai que ça devient de plus en plus perméable. Après, je pense qu'il y a toujours des réticences par rapport à la bande dessinée ouais. de la part de... Peut-être mettre de la BD en art, c'est comme le début de Idiocratie, quoi. Je pense que dans 20 ans, on regardera tout ça avec un sourire et qu'il y aura, il y aura une vraie porosité entre les expressions. Ouais, ça, c'est un peu tout, les goodies, des trucs comme ça. Ça, c'est... Toujours des accrochages très, très saturés, un petit peu comme vous l'avez proposé avec ton fils Style hier, là, quand on a accroché l'exposition. On est vraiment dans une mosaïque là, d'images qui s'annulent les unes les autres ou qui se renforcent. On est en tous les cas dans une forme de saturation. Travail autour des expositions, du coup, de plus en plus important pour toi. Dans l'avenir, tu sais, tes prochaines expositions, les lieux qui... Non. Ah oui, à Bologne. Ouais. À Bologne. Il y a un festival BD assez pointu. Et première fois invité d'honneur. Waouh! Ces ça, fameuses c'est la maquette. montagnes dont tu parlais tout à l'heure, J'aimerais bien agrandir dans la mesure où je trouve de l'argent pour les financer. c'est déjà grand en fait. Là. Ouais. Ça occupe vraiment l'espace. Ça laisse peu de place du coup à la déambulation. On est dedans du coup, quoi. On est vraiment. Et puis ces petites effigies en résine qui sont de plus en plus importantes dans ton travail. Ah oui, lui, juste avant, c'était pour montrer un peu le principe de ces modules. C'est SimCity, Ouais. un jeu auquel j'ai joué il y a une trentaine d'années. Et te voilà, Oui, c'est toi. Ouais. Tu t'es flouté là. Ouais, c'était pour mettre sur le Tumblr. J'aime pas voir ma tête. D'autres manières d'accrocher la bande dessinée. Alors ça, pour moi, c'est là que ton travail prend aussi beaucoup à l'art contemporain. La question de comment est-ce qu'on présente de la bande dessinée est vraiment au cœur de ton travail. Tu m'en parlais, tu me disais c'est vraiment ça qui compte pour moi. On ne peut pas exposer juste des planches en fait. On est obligé de trouver des formes. Là, c'était intéressant, justement, où c'est génial de pouvoir bosser avec une professionnelle, là, donc une curatrice d'art contemporain, parce que c'est elle qui a pensé à ces systèmes. Comment exposer de la BD, en même temps, c'est chronologique quand même, on peut suivre, mais on peut suivre ça un peu comme on veut aussi. Et en même temps, ça fait un display qui est elle-même une pièce. Quoi. Ça, c'est la fin de Elvis Studio. Alors, je vais juste passer... Ouais, c'était le titre de l'œuvre. De l'œuvre. Avec cette image bien curieuse. Voilà, bah en fait, on a trop parlé de comment... c'est avec Xavier, qui n'avait marre de la BD et qui voulait peut-être éventuellement être plus dans l'art contemporain. Puis après, on discutait tout le temps autour de ça. Puis au bout d'un moment, je trouvais que c'était stérile comme discussion. Et puis on était invité dans une galerie à Genève
assez pointu qui était fondé par John Armleder, qui après il a... Oui, c'est celle-ci, qui est une toute petite galerie, pas pour la vente, mais expérimentale. Puis on a fait une maquette En résine en partie en résine, et puis on s'est empoisonné. Et d'où la main, moi Les j'ai risques du métier. découvert de... Donc c'est toi là. Non, là, j'avais pas, malheureusement pas fait de photo, mais j'ai cherché une photo sur empoisonnement à la résine, à double composante, donc faites gaffe si jamais. Et puis on bossait sans masque aussi, en disant ouais, ça sent rien. Et puis je sais pas ce que je vais développer dans 10 ans. Donc mettez des masques avec des bons filtres. Je trouverais pas mal de s'arrêter sur cette image. Ouais, c'est chouette. C'est bien. Un grand merci à toi. Ouais, Elgué. merci à vous. Vraiment. Merci Elgué. Merci. Voilà, vous avez encore l'exposition à vous remplir les yeux. Est-ce qu'il y a des temps là pour toi de dédicaces ou autre d'ici à demain? Ou est-ce qu'on peut te voir d'ici à demain? Demain, je suis sur le stand Atrabile à 14h30, je crois. Ok. Et puis tu as participé au fameux Les galeries. diorama là-bas là. Oui, j'ai Donc, fait ça ce matin. Ouais. Avec de la résine, avec la résine. assez incroyable, ouais. Qui fait un écho un peu au personnage qu'on voit là. Super, merci à toi. Un grand merci à vous.